Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette troisième édition du Salon, premier épisode. Aujourd'hui, on est très content de pouvoir accueillir Anna Reynaud. Donc voilà, Anna, elle a repassé son bac à 35 ans, elle est devenue prof de français 6 ans plus tard, et puis elle a aussi vécu pas mal de choses injustes, et elle a su rebondir, trouver une force interne à chaque instant pour finalement se battre pour rester libre et vivre sa vie. Donc, bonjour Anna, merci beaucoup d'être là. Bonjour Baptiste, bonjour à tous et merci de m'avoir accueilli. Je crois que c'est la première fois que tu vas pouvoir t'exprimer publiquement sur ta vie au parcours extraordinaire. Comment tu te sens? Ça va? Exactement, sereine, bizarrement très sereine. Ouais, Ouais. ça va bien se passer, ça va être un bon moment. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous expliquer qui tu es aujourd'hui? Donc je m'appelle Anna Reynaud, j'ai 64 ans, maman de 4 enfants, grand-mère de 8 petits-enfants, professeure de lettres modernes en collège depuis 23 ans et entrepreneur depuis 2 ans. Ça marche, merci beaucoup. Donc, pour te mettre dans le bain, je propose pour commencer, on a choisi 3 mots et on souhaite savoir ce qu'ils représentent pour toi de manière succincte. Le premier mot, c'est la liberté. La liberté, elle est ancrée en moi depuis toujours. C'est un besoin viscéral d'indépendance. Alors qui a été brimé, étouffé parce que je suis d'une génération où l'enfant n'avait pas sa place. On ne nous demandait pas ce qu'on voulait faire, ce qu'on aimait faire. Et donc, je m'évadais. Je l'exprimais par l'évasion et la rêverie, profondément pendant l'enfance. Et puis après, à 36 ans, quand j'ai pris enfin ma vie en main, ça m'a donné l'occasion de faire des choix. Ok, merci beaucoup. Le deuxième mot, c'est l'amour. L'amour a fédéré toute ma vie. Je suis d'une culture méditerranéenne orientale où l'expression des sentiments, c'est du quotidien. Donc j'ai eu dans mon enfance un amour infini, un amour qui a imprégné mon existence pour 1000 vies, je pense, et qui m'a donné la force d'aimer passionnément. Merci. Et le dernier mot qu'on a choisi, c'est paradoxe. Alors paradoxe, tout à fait, parce que je peux être très paradoxale, et ça peut être les extrêmes chez moi et dans ma vie. Donc, pour vous en citer quelques-uns, j'ai l'âme bohème, énormément, et je me suis obligée à la rigueur, à l'organisation et à une vie très structurée. Ensuite, j'ai été une enfant dyslexique, dysorthographique, à une époque où c'était pas posé, le diagnostic n'était pas posé. Donc, j'ai vécu ma scolarité anxieuse, très angoissée. Et donc le milieu scolaire était compliqué et je suis devenue professeure de lettres modernes. Dernier paradoxe, et pour la confidence, donc j'étais une enfant très introvertie et je me suis exposée, mise en scène face à 150, 170 élèves tous les ans, qui sont pas toujours tendres et qui vous renvoient en pleine face votre image en caricature. Et au-delà de ça, là, le fait maintenant, aujourd'hui, de prendre la parole en public, la confidence, c'est la première fois et c'était pour moi quelque chose de complètement phobique. J'étais tétanisée, paralysée, c'était juste pas possible. Donc c'est aujourd'hui la première fois que je peux le faire, un résultat d'un travail sur moi. Bon, on te remercie d'être là parce qu'en tout cas, tu parais très apaisé. Et l'échange commence super bien, on est content. Du coup, j'aimerais qu'on remonte le chemin ensemble, parce que ta vie, effectivement, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. L'idée de cette interview, c'est de vraiment partager ton parcours, qui est à la fois fait de combat, qui est fait aussi d'amour, comme tu l'as dit, d'aide, de violence parfois aussi, pour passer un message qui initialement paraît un peu utopique, mais c'est vrai qu'avec toi, on peut y croire, c'est que tout est possible. Du coup, j'aimerais qu'on remonte un peu le chemin pour revenir à tes racines. D'où est-ce que tu viens, Anna? Mes racines, si on monte un peu plus loin et si on estime qu'on est ce qu'on est, c'est parce qu'on a un passé, une histoire. Donc, en 5 siècles, les miens ont parcouru 4 pays, l'Espagne, le Maroc, l'Algérie, la France. Et on a connu à chaque fois des déracinements. Donc, je porte en moi cette mémoire collective.
Très bien. Et du coup, tu es né Je suis née à Oran, à Oran. Ok, en Algérie, du temps de la colonisation, enfin du temps qu'elle était française. d'accord. Et donc, tu es né, donc, c'était en 1959, Oui. c'est ça? Donc, c'était pendant la guerre d'Algérie. Est-ce que grandir dans un pays en guerre, où on est entouré de violences, d'attentats, comment est-ce que toi et ta famille, vous l'avez vécu? Est-ce que quand on est une enfant, qu'est-ce qu'on en comprend? Comment on grandit avec? Donc je suis née en 1959 pendant la guerre d'Algérie et je l'ai quittée à l'indépendance en 62, donc j'avais 2 ans et demi, j'ai aucun souvenir conscient. Ce que je perçois encore, c'est l'anxiété, l'angoisse des miens et ce déracinement, ce désespoir de quitter ce pays profondément cosmopolite. Parce que du coup, en 1962, comme tu l'as dit, donc, vous êtes parti, toi et ta famille, du coup, en direction de la France. Vous êtes arrivé en banlieue strasbourgeoise. Et donc, du coup, cet exil était douloureux. Bah, c'était un choc, culturel, thermique, de de Oran, l'Algérie. On est passé à Strasbourg où les hivers à l'époque étaient, très froids. Mon père était, médecin, donc il a été médecin pendant la guerre d'Algérie et il a trouvé un poste dans un hôpital psychiatrique. Donc de cette culture, chaleureuse, on a dû, se confronter à une culture, plus austère, au froid de l'Alsace et puis, oui, à cette douleur du déracinement. Du coup, pour toi, cette époque, c'est aussi le début de l'école. Quel élève tu es à ce moment-là? Alors une élève, très introvertie, très mal dans sa peau, anxieux. Je partais à l'école avec la boule au ventre. Puis donc, j'ignorais que j'étais dyslexique, dysorthographique, donc des grosses, grosses difficultés scolaires. À l'écrit, l'oral à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, mais j'étais, l'ombre de moi-même, pendant les cours, voilà, c'était très, 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 très compliqué à vivre. Une vie scolaire très anxieuse, très angoissée. Donc, tu grandis à Strasbourg, et puis, au moment de rentrer en sixième, vous déménagez à Nice avec ta famille. Donc, à ce moment-là, tu es une jeune adolescente. Je crois que c'est une période qui est un peu plus heureuse pour toi. Tu retrouves le bassin méditerranéen qui t'est cher. Tu arrives à corriger tes handicaps à l'école pour devenir une excellente élève. Et à 18 ans et demi, tu fais une crise d'adolescence tardive. Est-ce que tu peux nous la raconter, cette crise d'adolescence, parce qu'elle va beaucoup impacter ta vie? Alors pour monter, un peu plus haut, j'avais la chance, mon père donc était médecin et s'est spécialisé en psychiatrie, neuropsychiatrie et psychanalyse. Donc c'était la période post-68, en 71 et il m'avait, passé dans les mains d'orthophonistes, de psychologues, d'orthoptistes. Donc j'ai pu me rééduquer de cette, dyslexie, dysorthographie, effectivement récupérer un niveau, plus que satisfaisant au collège. Donc forcément, j'ai gagné en estime et en confiance en moi. Le bassin méditerranéen a fait beaucoup parce que je suis profondément ancrée, à ce lieu-là, c'est mes racines et je me ressource là. Et la question je l'ai loupée, tu peux me la répéter? Justement, donc tu retrouves ce bassin méditerranéen, et tu fais une crise d'adolescence qui est plutôt tardive, donc vers 18 ans et demi. Et cette crise d'adolescence, elle va donc beaucoup impacter le cours des événements, le suite de ta vie. Donc je voulais savoir si tu pouvais nous en parler un petit peu. Donc ouais, c'était, les vieilles éducations avec un père très autoritaire et j'ai été tout le temps une enfant docile, une adolescente docile. Je me dirigeais, sur les traces de mon père, je souhaitais être, psychologue et bah, je pense que ça a explosé par ce besoin de liberté et d'indépendance. J'étais très attachée au mouvement, hippie, voilà, tous ces messages engagés. J'étais quelqu'un d'engagé, politisé très tôt à 14 ans. Et ben, ça a pété à 18 ans et demi. Donc, sur la promenade des Anglais, c'était l'époque où il y avait beaucoup de marginaux sur cette promenade. Voilà, ils faisaient du cuir, ils vendaient leur cuir, des cracheurs de feu, des jeunes qui écrivaient des jolies choses sur les craies, sur la promenade. Et c'est là que j'ai rencontré donc un jeune de 7 ans de plus que moi. Bon, je tombais très rapidement amoureuse et à 18 ans et demi, j'ai dit à mon père que je voulais me marier.
Donc la réaction fut très violente. Il m'avait battue en pleine rue, enfermée dans ma chambre pendant 3 jours. Mais comme j'avais 18 ans et demi, il s'est un petit peu détendu, je suis partie. Il m'a prévenu qu'il me couperait tous les fonds. Il pensait peut-être qu'il allait me récupérer, mais donc on a trouvé, effectivement, on n'avait absolument rien et on a trouvé une conciergerie qui nous a permis de nous loger et de pouvoir travailler. Et effectivement, donc ça a orienté pendant 20 ans ma vie, mais pas de la bonne façon. Et donc, tu continues quand même tes études après avoir rencontré ce monsieur? Alors j'avais 17 ans et demi, j'étais en terminale, on s'est mariés, j'étais déjà enceinte de 2-3 mois. Ma mère a beaucoup eu de mal en septembre à m'inscrire au lycée en terminale, mais j'ai fait 3 mois enceinte avec mon ventre et ma robe indienne. Mais après, effectivement, j'ai tout laissé. J'ai tout laissé tomber parce que bon, j'avais 18 ans, j'ai accouché, je ne savais pas faire grand-chose, ni m'occuper d'un bébé, ni d'une maison. Et ça m'a pris de l'énergie et du temps. Mais mon père m'avait inscrit au CNED pour pouvoir continuer à réviser le bac que j'ai passé et que j'ai raté à un point à l'oral de rattrapage. À ce moment-là, tu es enceinte ou tu as déjà eu ta fille au moment où Elle, tu elle prépares le était, bac? elle était née en février, oui. Et D'accord, donc je donc l'ai passé en juin, et comment on mais je fait l'ai raté. pour gérer justement des études, un bébé un bébé, un examen, une vie de couple, tout ça en même temps? On part à l'urgence, hein, donc c'était le bébé. Les études, j'ai absolument rien révisé. Et puis j'y suis allée donc sur mes acquis. Je l'ai raté un point après l'oral de rattrapage. Et puis mon mari, qui n'avait pas de diplôme, estimait que je n'en avais pas besoin. Donc j'ai laissé tout ça pendant 20 ans. Donc, tu as eu Sarah, ta première fille, après Myriam un peu plus tard en 1981. Et pendant ce temps-là, tu es aussi assistante maternelle, un petit peu plus loin pour subvenir aux besoins de ta famille. Et en parallèle, tu décides de monter avec d'autres personnes une association de réinsertion sans but lucratif pour les marginaux et notamment les toxicomanes. D'où elle vient cette volonté d'aider les gens alors qu'on est soi-même dans une situation difficile d'un point de vue financier précaire? Mon mari, comme je le disais, a été marginal et toxicomane. Donc c'est les années où ça partait d'une quête, voire spirituelle. Donc il a commencé avec les drogues douces et après à l'héroïne. Et il n'avait plus une veine pour se piquer. Et par des rencontres, par des intermédiaires, un pasteur de l'église protestante évangélique a prié pour lui et il a été instantanément délivré. Donc c'était tout naturel de pouvoir aider ces jeunes, d'aller dans les rues. À l'époque, à Nice, il y en avait beaucoup. Et d'ouvrir nos maisons, notre maison à 65 mètres carrés pour les accueillir, leur donner le nécessaire et essayer de les réinsérer. Et donc du coup, ces personnes que vous invitez à être hébergées chez vous, vous allez les aborder dans la rue, vous prenez comment contact avec eux? On savait où les trouver et simplement par une prise de parole, un dialogue, le témoignage de sa vie et d'autres jeunes d'ailleurs qui s'étaient associés à nous. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de monter cette association dans le seul but de trouver un lieu pour les accueillir vraiment, une structure, hein, mais on n'a jamais trouvé. C'est vrai qu'on n'avait pas les moyens et puis qu'en règle générale, la société n'aide pas les gens qui n'ont rien et qui ne sont rien et qui n'ont pas de statut. Donc 13 ans après être arrivé à Nice, donc quelques années plus tard, tu redéménages une nouvelle fois, donc avec tes 3 enfants, parce que tu viens d'avoir David à ce moment-là. Donc tu déménages aussi avec ton mari, avec des amis pour aller en Haute-Loire. Donc on change encore une fois de climat. Pourquoi tu repars et tu t'éloignes de Nice où tu te sens bien finalement, enfin mieux en tout cas? Alors il y a beaucoup de choses que j'ai faites dans ma vie que je n'avais pas décidées. Euh, J'avais ce carcan de l'éducation et de ma culture judéo-chrétienne d'une soumission totale à l'homme. C'est comme ça que j'ai été éduquée, c'est comme ça que j'ai vécu, parce que j'estimais que c'était comme ça, c'était mon devoir, et je ne pouvais pas fonctionner autrement en fait. Donc c'était son choix de quitter Nice.
Ça a été un déchirement, mais je l'ai fait. Et son choix d'offrir à ses enfants un lieu sain, dans la nature. Bon, c'était un ancien 68 arts et son rêve, c'était d'avoir une ferme et de faire son fromage de chèvre. Voilà. Ok, ça c'est vrai on pourra revenir plus tard, parler de cette aventure plus en Ardèche. Pour l'instant, donc, comme on a dit, tu es en Haute-Loire et tu poursuis quand même la vie associative parce que tu deviens visiteuse en milieu carcéral. C'est-à-dire que tu ne t'arrêtes pas, tu aides tout le monde. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc, on a été accueillis au Chambon-sur-Lignon, un village à 99% protestant qui a été justement par l'État d'Israël nommé juste parmi les nations pendant la Deuxième Guerre mondiale et par le biais des évangélistes, de l'Église réformée aussi, et de l'Armée du Salut, on a pu rentrer dans les prisons. En l'occurrence, c'était la prison du Puy pour témoigner aux détenus qu'une autre vie était possible, qu'on pouvait s'en sortir et qu'il fallait juste le décider. Enfin, on voulait être justement le témoignage de cette preuve vivante que sortir de la drogue, c'était possible, changer de vie, c'était possible. Parce que du coup, c'est vrai que jusqu'à ce moment-là, tu as l'impression tu ne choisis pas beaucoup de choses dans ta vie, mais tu as quand même déjà cette notion de tout est possible. Du tout est possible et je le fais avec passion. Même ce que j'ai pas choisi, je l'ai fait à fond et je l'ai fait avec passion et dans le but d'aider, d'apporter et d'accompagner toujours. Que Et ce soit les jeunes enfants qu'on m'a confiés à l'époque, de la DAS, que ce soit la jeunesse, que ce soit mes élèves, ce désir d'être ce guide. ok. Et donc, on arrive au fameux point dont on parlait il y a quelques instants. Encore 3 années plus tard, une nouvelle fois, tu déménages pour aller cette fois-ci en Ardèche et tu pars y vivre le rêve de ton mari du moment. C'est ça? Oui, réaliser son rêve. Donc, on a trouvé une ferme, on a acheté des chevrettes, alors que lui et moi, on a toujours vécu en ville et on n'en savait rien. Donc, on s'est formé sur le tas. J'ai appris à faire le fromage chez des amis, donc en Ardèche, le nord de l'Ardèche. Et on a commencé à élever nos chèvres, 20, puis 30, et puis 40. Donc, j'ai fait le fromage, les commercialisé, j'ai fait les marchés, les livraisons. Tout ça avec 3 enfants à charge. Et puis, un mari qui ne savait faire que des plans et lâcher ses idées. Et on était là, donc, avec 2 autres jeunes à réaliser ses rêves. Et la ferme a tourné, on a fonctionné, et on en a vécu pendant 10 ans. Donc pendant 10 ans, tu te sacrifies et tu vis le rêve d'un autre. Et tu arrives quand même à garder cette passion dans ce que tu fais. Sacrifier, j'en ai pas conscience en fait. Je le fais peut-être, oui, par devoir, mais j'y trouve mon compte en fait, parce que je m'implique. J'ai fait de très belles rencontres sur les marchés en Haute-Loire, et je découvre et j'apprends, et ça, c'est une réelle passion. Donc, j'ai pas senti que c'était, enfin, à ce niveau-là, le sacrifice, c'était pas à ce niveau-là en fait. Très bien. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui te pousse à te dire c'est bon, j'en ai marre, ça s'en est assez, je veux et je dois partir vivre ma vie, faire ce que j'aime, parce qu'on sait que tu as quand même un côté, tu rêves de liberté d'un autre côté. Alors, ce qui a été déclencheur, c'est, disons, une longue période. Mon premier mari avait une lourde pathologie, schizophrène et paranoïa, et je pensais pouvoir l'aider. Je pensais avec mon amour pouvoir le guérir. Donc, je l'ai porté, je l'ai soutenu, j'ai épongé ses crises. Donc, il a été délivré de la drogue, mais pas de ce problème, cette pathologie psychologique. Donc, il passait par beaucoup de crises de violence, mais jamais sur ma personne. C'est-à-dire, il pouvait arriver à tout casser dans la maison. Aujourd'hui, on appelle ça une relation toxique. À l'époque, j'en étais pas consciente. Donc, j'ai beaucoup subi de violences psychologiques. Mais j'étais là pour éponger et protéger mes enfants quelque part, et être là toujours pour lui, pour l'aider, pour essayer de le guérir ou qu'il aille mieux. Et jusqu'au moment où sa pathologie s'est aggravée, et avec le regard des gens que je côtoyais sur les marchés, qui connaissaient ma vie, qui m'ont ouvert un œil, et puis le deuxième,
je me suis bien rendu compte que non seulement je ne pouvais plus l'aider, mais que j'étais en train de puiser mes forces vitales et que j'étais à la limite de perdre la raison, j'en étais consciente. Donc, il n'y avait qu'une issue, c'était partir. Et comme j'ai un caractère authentique et transparent, un jour, je lui annonce que je vais partir. Et là, ben, ça a été très violent. Il est parti dans une démence totale. Je ne l'ai pas reconnu. C'était dans ma fromagerie, donc un bâtiment qui était séparé de la ferme. Et là, il m'a violemment frappée pendant longtemps, en jetant tous les accessoires de la fromagerie, les plaques en inox de mes fromages dans les faisselles, jusqu'au moment où il m'a assis au sol, bloqué contre le mur. J'avais de très longs cheveux, il en a fait des lianes autour de ses poignets et il m'a bloqué des heures, toute une nuit, à l'écouter dans sa démence, en fait. Et j'ai sincèrement pensé que cette nuit-là, c'était la dernière. Donc je suis restée 3 jours couchée. Douleur physique, pleine de bleu et surtout très humiliée, mais sans réagir. Je ne suis pas allée porter plainte, je me suis relevée, j'ai continué, mais à partir de ce moment-là, ça a été, pour répondre à ta question, le jour où je savais que c'était fini. Et donc pendant 1 an, je suis encore restée et j'ai organisé ma vie pour pouvoir partir. Il faut savoir que la ferme était en son nom, je n'étais pas déclarée, alors que c'est moi qui travaillais totalement. J'avais 3 enfants à charge, je ne savais faire que le fromage, je n'avais pas de diplôme. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, débrouille-toi seule, reprends tes études là où tu les as arrêtées. C'est là que je me suis inscrite au CNED et que j'ai préparé une correspondance du bac, juste à côté, je crois, Lyon 2. Donc là, c'est un beau clin d'œil dans ma vie aujourd'hui. Et après, les journées à la ferme, c'était 15 à 10 heures quand il y avait les mises bas, avec 3 enfants qui ne géraient pas du tout. Le soir, après ma journée, j'ouvrais mes livres et j'étudiais. Un jour de rage, parce qu'il devait quand même sentir que je lui échappais, il s'est jeté sur mes bouquins du CNED et les a déchirés. Mais bon, j'ai continué et je l'ai réussi. Donc ça m'ouvrait les portes des études supérieures à 35 ans. D'où elle vient cette immense force de rebondir, cette rage de s'en sortir? Quand je l'ai vécu, je ne sais pas, c'était en moi, c'était juste pas possible autrement. Donc j'ai toujours avancé, même dans un tunnel complètement obscur, je voyais la lueur et j'allais vers, et je me suis donné les moyens. Finalement, les violences conjugales ne s'arrêtent pas. Tu pars, donc tu portes plainte. Et puis, tu es convoqué à la gendarmerie. Que t'annoncent les gendarmes à ce moment-là? Donc je porte plainte et 6 mois après, donc je suis convoquée à la gendarmerie de Saint-Péray et un gendarme m'annonce que le procureur n'a pas donné lieu à ma plainte. Il aurait pu le faire de façon neutre, mais il l'a fait avec un sourire narquois qui m'a terriblement blessée. Je suis sortie de cette gendarmerie en hurlant de rage, hurlant d'humiliation et de désespoir. Mais ça a été porteur et ça m'a donné la force le jour d'après ou quelques jours après d'aller voir le doyen de la fac de lettres à Valence, lui demander si c'était possible à mon âge de m'inscrire à la fac. Alors bien sûr, il m'a dit qu'il y avait des femmes divorcées et que c'était tout à fait possible et qu'on était des étudiantes plutôt appréciées. Donc j'ai démarré un doc de lettres modernes. Mais ce doc de lettres modernes, c'était une parenthèse espace-temps. J'avais besoin de me reconstruire et je ne pensais pas du tout que ça allait amener à une conversion professionnelle. Pas du tout à cette époque. Et quand même, je veux dire, comme tu l'as dit, tu te retrouves sans rien. Et là où je pense que beaucoup de personnes auraient priorisé uniquement la recherche d'un emploi, tu quand même prends une décision forte de reprendre tes études. Parce que c'est quand même une décision très forte, ça. C'est-à-dire que dans une relation toxique, sans t'en rendre compte, tu n'es plus rien, plus personne. J'étais un être qui ne s'était pas construit, en fait.
de par une éducation rigide, un père autoritaire, un mari qui l'était aussi, et de par sa pathologie. Donc je pense que j'aspirais à me découvrir complètement et repartir dans un travail forcément sans diplôme compliqué. C'était pour l'instant pas possible. J'avais besoin de mettre dans ma bulle et la littérature a toujours été pour moi un moyen de m'évader. Donc je suis repartie. Voilà, le but c'était me reconstruire. Donc tu te reconstruis donc à travers les Les études en études. littérature. Mhm. Et quand tu obtiens ta licence, tu apprends aussi que tu peux enseigner directement après avoir obtenu une licence. Donc ta vocation, c'est une vocation qui naît à ce moment-là. Alors donc j'obtiens le DUG, après la licence, et bon, j'étais fière de moi quand même. Et une femme qui était devenue une amie, divorcée avec des enfants, me dit: est-ce que tu t'es pas inscrit à la NPE de l'époque? Je dis: ben, pourquoi faire? Et elle me dit: mais avec une licence, on peut enseigner. Donc c'était pas une vocation, absolument pas, parce que j'étais pas destinée à ça, trop introvertie, mais il fallait travailler là pour le coup. Donc j'y suis allée, je me suis inscrite et quelques mois après, j'étais appelée en lycée général. Donc en lycée général, est-ce que parce que j'ai la chance de te connaître personnellement, je sais qu'il y a quand même une scène assez incroyable qui va se dérouler à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous raconter les conditions dans lesquelles on va te donner accès justement à ton premier emploi dans l'enseignement? Et ben, je suis partie donc ce jour-là. J'habitais le nord de l'Ardèche, c'était Roussillon, donc il y avait une bonne heure et demie de route. Et tout le long, j'étais complètement morte de peur. Et j'espérais qu'une chose, c'est me faire refouler. Donc je lui ai dit: monsieur, je n'ai jamais fait ça, je ne suis pas formée. J'avais mon diplôme universitaire, mais pas de qualification. Je ne savais pas tenir une classe. Je lui ai parlé avec authenticité comme je sais le faire. Il m'a regardé, il m'a dit: ne changez rien, vous commencez demain. S'il vous plaît, après-demain. Et voilà comment ça a commencé. Et en Donc plus, j'avais 3 premières S ah voilà, c'est ça. et une seconde Donc à gérer en plus, les premières classes que tu as, tu dois les préparer au bac de de français. français. Mhm. D'accord. Sacré challenge quand même. Bon, ma chance, je sortais de licence et à l'époque, les notions de grammaire et de littérature ont été redescendues au niveau lycée. Donc j'avais tous mes cours et je m'en suis pas mal inspirée, ainsi que des œuvres intégrales que j'ai pu présenter. Par contre, ce que je ne savais pas, ce qu'on ne m'a pas appris forcément, c'est la gestion d'une classe. Je n'avais pas personnellement une autorité naturelle. Par contre, il m'adorait, hein. Je sais faire marcher ce rapport de confiance. Et comme j'ai eu bien avant rapport avec tous ces jeunes en difficulté, il savait que j'étais différente. Il me percevait différente et ça a facilité le rapport de confiance. Et l'autorité, je l'ai appris par la suite en survie, quoi. Donc tu continues de te reconstruire et tu trouves donc finalement cette stabilité. Tu es une nouvelle fois aussi maman. Tu as découvert ta vocation pour l'enseignement. Et malheureusement, une nouvelle fois dans ta vie, tu dois surmonter un douloureux combat. C'est celui de la quête de soi et d'identité. Est-ce que tu souhaites nous en parler ici? Oui, donc à la naissance de mon deuxième petit-fils, ma mère est venue de Nice et elle avait une chose à me dire qu'elle m'a dit assez violemment en une phrase: ton père n'est pas ton père, il était stérile et on est descendu à la banque du sperme à Marseille. Boum. Et mon père, c'était mon idole, c'est lui qui m'a profondément aimée et transmis toutes les valeurs que j'ai aujourd'hui. Voilà, il y avait une moitié de vérité, mais pas l'autre. C'est-à-dire, je n'ai pas su qui était mon géniteur et je ne le sais toujours pas aujourd'hui. Bon, la banque du sperme, c'était en 58, je les ai appelés. Ils ont eu une grande délicatesse de me dire que ça a démarré qu'en 74. Donc voilà, je me suis effondrée, ébranlée totalement au niveau. Et puis là, la crise identitaire a démarré. Je suis tombée dans une profonde dépression. J'ai bien raclé le fond. Et j'ai suivi une thérapie, donc un psychiatre, et qui avait compris mon fonctionnement. Et comme j'avais besoin, mon cerveau a besoin de réponses, il m'a dit: faites un test ADN, mais à l'étranger, parce qu'en France c'est interdit. C'est ce que j'ai fait, qui m'a confirmé que mon père n'était pas mon père et ma mère l'était. Voilà.
Et ce qui m'a aidée, c'est que le dialogue était établi. Et un jour, il me dit, vous avez beaucoup de chance. Je lui dis, bah, beaucoup de chance, expliquez-moi. Vous avez 2 pères. Et ce jour-là, chose que j'ai jamais su faire, j'ai vu enfin le verre à moitié plein. Et là, ma vie a réellement changé, quoi, complètement. Donc j'ai pu m'engager avec cette force de dire que oui, j'ai de la chance, oui, je suis légitime, oui, je peux y arriver. Mais là, ça a été le début de la métamorphose, on va dire. Justement, cette métamorphose, tu as pu la prolonger parce que même si tu es enseignante, tu es toujours toi-même une élève. Et parce que tu es curieuse d'apprendre et d'étudier, tu découvres le développement personnel. Comment elle résonne en toi, cette découverte, justement? Est-ce qu'elle te permet d'aller un peu plus loin dans ta quête d'identité? Oui, alors ça a démarré pareil, un besoin, parce que comme j'ai cotisé très tard, très tardivement, à 40 ans quasiment, je savais que j'aurais une petite retraite. Donc je me suis dit, ben, je vais reprendre mes études, effectivement. Je vais étudier, je vais me former, je vais acquérir des compétences. Et c'est là que, par les rencontres du digital, j'ai investi sur moi et j'ai commencé une formation de closing. Et là, qui était quand même relativement axée aussi sur le développement personnel. Donc c'était Joanne Caroline Ferrer qui nous a appris, j'ai découvert une merveilleuse sororité. Et c'est là que j'ai découvert cette notion de développement personnel. Et j'ai continué à travailler sur la connaissance de soi. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le closing, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement? Bah, c'est une compétence dans le digital, c'est l'intermédiaire entre un infopreneur, un formateur et sa clientèle. En fait, on close, on fait la vente pour la vente de ces formations. Donc là, on change complètement de voie. Complètement. Mais ça reste l'humain, parce que je travaille au corps de l'humain, c'est au corps de l'humain, pardon, depuis 40 ans. Et c'est toujours cette relation humaine, c'est comprendre l'autre, c'est répondre à ses besoins qui me fascinent. Toujours. Et donc, du coup, de ce closing, de ce développement personnel, tu as un autre rêve que tu décides d'écouter. Euh, Tu as créé ta propre entreprise, micro-entreprise. Donc, j'ai dû d'abord demander à ma hiérarchie l'autorisation de cumul d'emploi et la création d'entreprise. Ça a duré presque 1 an, mais je l'ai obtenu et j'ai créé ma micro-entreprise en tant que consultante, donc accompagnement individuel. Donc, ce qui me permet d'aller encore vers l'âme humaine et de répondre à ses besoins. Alors, par le closing ou ce que j'ai l'intention de faire, enfin, ce que j'ai commencé en apprivoisant les réseaux sociaux, c'est justement accompagner les femmes, accompagner celles que j'ai pu être pour qu'elles puissent se prioriser, se retrouver et s'accomplir, en fait. Créer leur réussite, créer leur vie, pour elles ou pour leurs enfants. Voilà, c'est ma dernière mission de vie. Donc, on arrive bientôt à la fin de cette interview. J'ai encore quelques questions. Première question, qu'est-ce que tu aimerais dire à l'enfant que tu étais? Alors, ça a été une belle guérison et celle qui résulte aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis capable d'être là devant vous, de pouvoir parler en public. J'ai appris justement par le développement personnel à rassurer l'enfant que j'ai été, qui a connu des traumatismes, et de lui dire viens, je te donne la main, on y va ensemble. J'ai fait ce chemin, je te protège, on y va ensemble et on va le faire ensemble. Et ça a été une grande victoire pour moi. Qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message aux personnes qui sont ici avec nous aujourd'hui, aux personnes aussi qui vont nous regarder? Si tu avais un message à faire passer, ce serait quoi? Ce message, il est très intimiste. Je dirais à la personne qui m'écoute de croire en elle, de jamais désespérer que tout est possible, même l'impossible, de s'accrocher à ça et d'avancer un pas après l'autre, de trouver son pourquoi, de trouver sa mission de vie. Et ça ne peut pas être possible sans ce chemin compliqué de se connaître toi-même. Donc c'est un chemin douloureux. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est rapide, mais c'est le seul moyen d'arriver jusqu'à la quintessence de son être, pour enfin trouver sa mission de vie, parce qu'on est là pour quelque chose, et surtout pour ne pas passer à côté de sa vie. Voilà, de se faire confiance, d'avancer,
de cloisonner les choses, d'avancer un pas après l'autre, un jour après l'autre, et puis d'arriver à ce but-là, de toujours se faire confiance et de s'innover, de se recréer, de se réinventer, de se former, d'être ouvert à tout ce qu'on ne connaît pas. Merci pour ce beau message en tout cas. On voulait vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Merci aux personnes qui sont présentes. Et surtout, merci à toi, Anna. Je tenais à te dire que j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont. Et puis, je te connais, tu es une personne rayonnante. Et je te remercie vraiment d'être venue ici, d'avoir pris ton courage une nouvelle fois demain pour nous témoigner de ta vie. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie. Et puis, ce courage, pour compléter, c'est la force d'une mère aussi. C'est prouver à mes enfants que c'est possible, prouver à mes 3 filles qu'on peut être quelque chose, qu'on peut sortir d'un carcan d'éducation et un carcan culturel pour s'épanouir et être la femme qui nous habite. Merci à vous. Merci, Anna.